Messieurs, dames, bonsoir. Alors, tout d'abord, un grand merci d'avoir patienté. On a prolongé un petit peu avant de commencer parce que c'est un peu compliqué pour se garer pour un certain nombre de personnes. Merci d'ailleurs d'être venu malgré la difficulté. Je vais vous rappeler un petit peu les fondements, l'association. Donc l'association En Conscience, c'est une association qui a pour but de être un médium, marrant ça, un médiateur, on va dire même plutôt entre un public large, tout en chacun, et puis des professionnels de l'accompagnement, toutes disciplines confondues. Nous organisons tous les mois une conférence, donc vous avez le programme en main, je pense, pour certains et certaines. Mais également, nous organisons des co-visions entre professionnels. Je sais que dans le public ici, il y a des personnes qui sont professionnels de l'accompagnement. Au cours de ces co-visions, c'est des moments de travail, d'exploration sur différentes thématiques. C'est ce qui fait qu'on a une activité assez soutenue tout au cours de l'année. La saison commence en octobre et se termine en juin. Et bien évidemment, avant même que l'on termine la saison, je vous invite vivement à venir pour la dernière, parce qu'on aura un petit pot de l'amitié pour clôturer la saison, qui est fort sympathique en général. Voilà. Si on parlait de la soirée, la thématique, le thème, c'est « Qu'est-ce que l'âme ?» Une thématique particulière. Je crois que c'est la première fois qu'on explore ce sujet-là en plus. J'imagine que vous devez être très curieux et curieuse de ce que nous allons pouvoir partager avec vous. Vous allez avoir 3 professionnels ce soir qui vont participer, qui vont vous donner leur angle de vue, avec aussi des formations différentes. Donc ça va être un espace aussi qui va être l'occasion pour vous de partager, parce que derrière cela, il y a beaucoup de croyances personnelles associées. C'est un espace ouvert, on est en plus petit comité qu'à l'habituel. Je pense que les vacances y font en partie, en plus de la circulation, on a des difficultés pour venir. Je ne saurais que vous inviter à solliciter nos 3 intervenants sur les questions que vous avez, peut-être sur les angles de vue divergents ou convergents. Et puis je vous donne rendez-vous à la toute fin de la conférence. Je vous invite à applaudir chaleureusement notre premier intervenant, Philippe Blasquez. Merci. Alors bonsoir, comme Evra m'a présenté, je suis Philippe Blasquez, je suis psychanalyste et sexothérapeute. Alors on pourrait se poser la question, mais que va dire un psychanalyste sur l'âme? Mais vous allez avoir la révélation ce soir de ce que je vais pouvoir vous dire. Alors tout d'abord, je vais donner une définition. Elles sont multiples. J'en ai choisi une qui me correspond le mieux. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres définitions. J'ai regardé au niveau de la mythologie grecque, parce que je m'intéresse beaucoup à la mythologie. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je pense que les anciens avaient un savoir qui s'est perdu au fil du temps, et que tout doucement nous sommes en train de retrouver. Nous sommes en train de nous reconnecter, pour utiliser le terme de connexion, à ce savoir. Alors, dans la mythologie grecque, l'âme est représentée par une statue. Une statue. Il y a beaucoup de statues chez les Grecs. Alors peut-être que quelqu'un dans la salle connaît la représentation de l'âme chez nos amis les Grecs, en tout cas les anciens. Alors l'âme est représentée par une statue qui s'appelle Psyché. Oh, comme c'est curieux. Oui. Psyché. Donc il y aurait un lien entre l'âme et la psyché, le psychisme. Alors ça tombe bien parce que en tant que psychanalyste, je travaille sur le psychisme. Donc on pourrait dire je travaille sur la psyché, et pour aller un petit peu plus loin,
je travaille sur l'âme. Pourquoi pas? Alors je vais vous représenter tout d'abord comment est représenté le psychisme, la psyché, selon la théorie psychanalytique. Alors je vous rassure, ce sera très court. Tout d'abord la vision freudienne, puis j'élargirai cette vision à la vision jungienne, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'âme. Je ferai un parallèle avec la physique quantique, parce que la physique quantique est un domaine scientifique. Curieusement, aujourd'hui, enfin curieusement ou pas d'ailleurs, rejoint sur certains points la vision des textes anciens. Donc ça aussi, je vous avoue que c'est très troublant. Alors je vous fais un petit dessin. Hein. Bon, je ne suis pas très bon comme dessinateur. Je vous demande votre indulgence. Alors je vais représenter la psyché vue par Freud. Alors Freud, il a utilisé un symbole qu'on connaît. Est-ce que quelqu'un sait comment il a représenté la psyché? Dans le film Titanic, c'est le héros du film. Non. Alors c'est pas DiCaprio, c'est l'iceberg, exactement. Alors un iceberg, voilà, hein, un joli iceberg, ça a une particularité, c'est qu'il a une partie immergée. Je fais un peu plus, hein, parce que moi je pense que c'est plus que le tiers. Ah oui, la deuxième. Ce n'est que ma vision. Donc ça, c'est l'océan. Voilà. Alors pour Freud, notre psyché, représentée par un iceberg, la partie consciente, qu'on va symboliser par CS, c'est la partie émergée de l'iceberg, la partie visible. Donc c'est ce que nous voyons de notre psyché également, hein. C'est notre partie consciente avec laquelle nous avons des réflexions, des interactions, de l'imagination, de la symbolisation. C'est nous en fait la partie avec laquelle nous réfléchissons. C'est notre conscience. Et la partie immergée, c'est ce qu'on va appeler l'inconscient. Car effectivement, nous avons une partie en nous dont nous n'avons pas conscience, qui va s'exprimer au travers des rêves, des lapsus, des actes manqués, entre autres. C'est notre inconscient qui va s'exprimer, de manière déformée certes, mais il va s'exprimer. Donc voilà pour la vision freudienne de la psyché. Donc nous, en tant qu'êtres, nous sommes cet ensemble, voire, je fais une partie en pointillé parce que bon, après tout on ne sait pas, hein, voire plus. Et dans notre inconscient, ici, il y aurait toutes nos mémoires oubliées, refoulées, notre histoire personnelle, que nous avons choisi, délibérément ou pas, d'oublier, mais qui est toujours présente, qui nous caractérise aujourd'hui en tant que ce que nous sommes. Alors maintenant, je vais me permettre de rajouter la vision jungienne, parce que bon, l'océan, c'est quoi l'océan? Pour Jung, l'océan, c'est ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Alors il y a aussi un inconscient collectif chez Freud, mais il est beaucoup plus réduit. Hein. Pour Jung, tous nos psychismes baigneraient dans un océan, dans un inconscient collectif dans lequel on trouverait toute l'histoire de l'humanité, depuis la nuit des temps. Et peut-être un peu plus, on ne sait pas après tout. Peut-être toute l'histoire de l'univers.
peut-être d'autres histoires d'avant. Personne ne le sait vraiment. Et Jung, il a introduit également une notion. Au-delà de Freud, il faut savoir que pour simplifier Freud, la partie consciente, il appelle ça le moi, et la partie inconsciente, il appelle ça le ça. Jung, il a rajouté une notion que je vais appeler le soi. Il faut savoir que pour lui, la globalité de l'être que nous formons, c'est le soi en fait. Et que la partie visible, il a utilisé le terme de persona, la personnalité. C'est la partie visible, notre façade, ce que nous présentons en société, ce que nous présentons aux autres. Une partie plus ou moins superficielle ou pas, suivant la manière dont on se connaît ou pas. Et Jung, pour lui, le but, enfin s'il peut y avoir un but, de notre existence, c'est de réunir la partie consciente, la partie inconsciente, pour former un seul être d'unité qui forme le soi. Nous serions complets en tant que soi. Alors, je vous ai dit que j'allais parler de physique quantique. Alors, qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de la physique quantique dans la salle. C'est un terme qui commence à être un peu connu, mais il y a encore, ça reste assez marginal parfois. On pourrait se demander, mais l'âme dans tout ça, elle est où? Elle est où l'âme? Est-ce que vous connaissez votre âme? Est-ce que vous savez qui elle est? Qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas vraiment notre âme. Moi personnellement, on ne l'a pas présentée. Donc on pourrait imaginer que l'âme, elle se situe dans la partie inconsciente. Mais peut-être que l'âme, elle se situe aussi dans l'océan. Pour l'instant, on l'ignore. Alors il y a une notion également qui est importante par rapport à la pensée, à nos intentions. Vous avez sûrement entendu parler de la loi d'attraction, comme quoi nos intentions pourraient modifier notre réalité. Alors si on relie ça à ce schéma, on pourrait imaginer que nous émettons des pensées conscientes et inconscientes vers un champ d'information, vers l'inconscient, vers un inconscient collectif. Alors cet inconscient collectif, je veux dire que c'est un champ d'information en fait. Un champ d'information, comme j'ai dit tout à l'heure, où toute l'histoire de l'humanité, donc notre histoire en fait partie, nos expériences également, est présente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières découvertes au niveau de la physique quantique semblent dire que la matière, la réalité, cette table, la chaise, la salle, la planète, l'univers, nous serions une prolongation d'une information. D'une information qui a une taille tellement gigantesque qu'on ne peut même pas l'imaginer en tant qu'être humain. Donc on pourrait imaginer que notre âme est issue
de ce champ d'information. Et qu'en fait, si on extrapole, nous serions une information incarnée sur cette terre pour faire l'expérience de la réalité. Vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas. Donc, on émettrait des informations vers ce champ, et dans le même temps, on recevrait des informations de ce champ. Donc, soit on est émetteur, soit on est récepteur. Donc, on envoie et on reçoit. Alors, ce qui semble être nécessaire pour pouvoir recevoir les informations de ce champ, c'est qu'il faut couper cette partie pour pouvoir être pleinement connecté à l'océan. En fait, si cette partie n'est pas déconnectée, je n'arrive pas à me connecter à mon inconscient. D'où les expériences de méditation, de rêve éveillé, ou les expériences chamaniques également, qui avec l'utilisation de certaines substances psychotropes, nous permettraient de nous connecter à un champ inconscient d'information. Bon, j'utilise le conditionnel parce que, bien sûr, tout ceci n'est pas démontré par la science. Même si aujourd'hui, la physique quantique, comme je vous le disais, va dans ce sens, il y a un certain nombre de scientifiques qui refusent ce qui est en train d'être découvert. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une grande découverte en physique qui venait mettre à mal les anciennes théories, la première action, c'est toujours le rejet, avant qu'au final, elles finissent par être acceptées. Donc j'ai parlé d'information, j'ai parlé de champ, j'ai parlé de réception, émission. Ça m'amène maintenant à vous dire que on pourrait être, après tout, l'âme pourrait être vue comme un canal. Un canal par lequel transitent des informations. Puis on pourrait parler aussi concernant l'âme, qu'est-ce qui se passe après? Quand notre corps n'est plus là, quand nous sommes morts, qu'est-ce qui reste? Alors à ce sujet, vous connaissez Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien anglais qui est lourdement handicapé, qui parle grâce à une machine et qui est sur un fauteuil roulant entièrement automatisé. Lui, il a récemment découvert, enfin c'est une théorie, mais il a calculé que les trous noirs, quand quelque chose est absorbé par un trou noir, la matière disparaît, mais il reste l'information. Alors peut-être que quand nous, en tant que matière, nous disparaissons, notre information, notre expérience de vie subsiste quelque part dans un champ d'information. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Je vais vous parler aussi des expériences de mort imminente, les NDE, Near Death Experience en anglais, qui sont également, aujourd'hui avec Internet, c'est facile de trouver des témoignages sur ce sujet, où certains vont vous parler d'une lumière, une lumière blanche, d'une sensation de bien-être, du fait qu'ils sont attirés par cette lumière. Et même certains vont vous dire, mais j'ai été vers cette lumière et j'ai rencontré mes proches décédés. Et quelle apparence ont ces proches décédés? L'apparence qu'ils avaient quand ils sont morts. Donc l'information qu'ils avaient délivrée à l'univers. Je vous avoue que toutes ces notions sont très troublantes. Alors, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est pas la réalité? Mais je vous dis non, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité que nous connaissons. C'est autre chose.
qui nous échappent. Alors ensuite, il y a les médiums également, hein, dont je pourrais vous parler, qui sont en communication, enfin qui seraient en communication avec cette autre chose, et qui nous disent qu'ils reçoivent des informations, comme un poste radio, qui recevrait des informations. D'ailleurs, à ce sujet, je pourrais vous parler du cerveau également. On a beau aujourd'hui de mieux en mieux connaître le cerveau, hein, avec l'imagerie fonctionnelle, les scanners, enfin toutes ces choses. Pour l'instant, personne n'a trouvé où se situe la conscience dans le cerveau. On ne sait pas à quoi elle est due. On pourrait imaginer que le cerveau, en fait, c'est comme une antenne qui est connectée à ce champ universel, et que si ce champ universel n'existait pas, mais le cerveau ne servirait à rien, comme un poste radio qui n'a plus d'antenne, par exemple. L'émission ne vient pas d'un poste radio, hein. Elle vient des ondes électromagnétiques qui arrivent au poste radio. C'est des notions sur lesquelles on peut s'interroger. Donc réception, émission, tout ça m'amène à laisser ma place à la deuxième intervenante, qui va justement vous parler de comment peut se produire cette interaction. Merci. Alors, moi je me présente, je suis Christiane Mouls, je suis entre autres choses, je fais de l'écriture automatique. Donc c'est en plein sujet d'aujourd'hui, je passe les âmes également. Alors je remercie Philippe de son explication, ce qui est tout à fait ce que je vis effectivement quand je fais de l'écriture automatique. Mon cerveau s'arrête de fonctionner sur une partie droite et la partie gauche, elle, est en liaison avec l'univers ou les personnes qui communiquent avec moi. Et ensuite, ça donne accès effectivement à tout un tas d'informations que personne ne peut connaître, ni la personne qui vient me voir, par exemple. Et donc ça donne des solutions tout à fait pertinentes que l'on n'aurait pas imaginées nous-mêmes. Alors depuis 20 ans que je fais ça, j'ai eu beaucoup de questionnements et beaucoup de réponses sur les fonctionnements qui nous échappent, qui sont subtils. Et notamment, pourquoi l'âme est en nous. On m'a expliqué en fait dans ces écrits que l'âme a besoin de, comme a dit Philippe, de vivre du concret, de faire une expérience dans le concret. Alors elle choisit, elle fait un choix pour donc incarner une expérience. Et elle va faire comme pour un voyage, comme nous si on voulait partir en Inde par exemple, elle a tout un déroulé pour bien choisir et pour réussir sa mission ou son expérience. Alors, d'abord le choix. Le choix, ça peut être le choix de vivre une vie axée sur l'altruisme ou au contraire quelque chose de moins positif. Elle va pour ça choisir comme un moyen de transport. Par exemple, nous on choisirait, on va choisir un avion, un train ou quelque chose comme ça. Elle va choisir des parents. Parce qu'elle va s'incarner dans le corps d'un bébé dont les parents sont vraiment des formateurs. Et pour cela, elle va choisir des qualités des parents, des deux parents, mais aussi les défauts des deux parents pour réussir sa mission. Alors pourquoi?
Alors, les qualités, souvent, ce sont des choses que l'on s'approprie. C'est-à-dire que le père ou la mère sont des vecteurs immédiats de qualité qu'on va reprendre. Là où on est moins d'accord, c'est sur les défauts. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Alors en fait, les défauts, si on vivait dans un milieu de bisounours, par exemple, on n'aurait pas besoin de réfléchir. Tandis que si on est dans un milieu familial avec des difficultés, toutes les familles, je vous rassure, ont des difficultés, eh bien c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour nous faire nous dépasser et justement réussir cette expérience. Alors c'est assez difficile peut-être à entendre, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez vérifiable. D'ailleurs, pour connaître ou avoir un éclairage sur son choix d'âme, eh bien, il suffit de se pencher sur nos qualités et nos faiblesses, et on a une bonne indication de ce que l'on doit faire. Alors, dans ce choix également, il y a le lieu. Si on choisit un voyage, on va dire, bon, je pars en Inde, ça c'est ma destination. L'âme, elle va choisir donc les parents, mais c'est pas n'importe quel parent. Ça va être des parents dans un milieu donné. C'est-à-dire, si elle a décidé de vivre quelque chose d'assez difficile, elle ne va pas choisir d'être le fils ou la fille d'un ministre, par exemple. Elle va choisir plutôt un milieu défavorisé. S'il y a une mission artistique, par exemple, qui est liée à quelque chose où il y a, dans le milieu artistique, c'est souvent des gens qui font avancer, qui portent un message. Donc l'âme va choisir un milieu artistique. Après, ça va être un pays, en fonction du sens qu'ils veulent donner à cette mission. Donc je reprends toujours l'idée du voyage. Ensuite, quand on va se décider pour un pays, on va dire, bon alors je vais aller à tel endroit, je vais visiter telle chose, je vais aller voir telle église. Donc on se fait tout un programme. Et l'âme, c'est pareil. Elle va se faire un programme de bonnes choses et de difficultés. Et ce sont les difficultés, bien sûr, qui vont faire apparaître l'âme dans notre vie. C'est-à-dire que quand on traverse une difficulté, on est vraiment dans l'essence même de la vie. C'est-à-dire on touche du doigt quelque chose de particulier. Quand on est malade, par exemple, ça revient à la réalité, la difficulté de vivre ou l'intérêt de vivre est très vif dans ces cas-là. Dans les expériences négatives, c'est ça qui apparaît. Donc ça fait partie du programme de l'âme qui est là pour nous faire découvrir, intérioriser ce que nous sommes et comprendre sa mission et pourquoi elle est venue. Alors, dans toujours la comparaison avec le voyage, on a la possibilité, quand on part en voyage, soit de partir avec un sac à dos, soit avec, on va aller en camping, soit à l'hôtel, soit hôtel 4 étoiles. Dans la vie, pour l'âme, c'est pareil. Ce sont les moyens qu'on veut bien se donner pour essayer de comprendre ce à quoi on est destiné finalement. On se donne un peu de moyens, beaucoup, ou pas du tout. Donc ça, c'est une comparaison que j'ai voulu vous faire pour vous faire comprendre que cette âme, elle est vraiment venue avec un listing de choses à faire. Et au final, qu'est-ce qu'elle veut, cette âme? C'est que vous la compreniez. J'aime beaucoup l'explication des Israélites. Lorsque un bébé naît, dans le ventre de la mère, on pense qu'il a toutes les connaissances. Et quand il sort de sa maman, il y a un ange qui arrive et qui fait chut. Et c'est pour ça qu'on a cette petite ici marque du doigt de l'ange. Donc c'est une jolie façon d'expliquer qu'on avait tout au départ,
quand on oublie tout, et l'âme s'efforce de nous rappeler qui on est. Et c'est dans les passions que l'on a, dans les choses qui nous attirent, les émotions que l'on ressent, que l'on est vraiment connecté avec notre âme. Alors, pour arriver à ce cheminement de connexion, ben, vous savez, comme tous, on fait des efforts, on fait du travail sur soi. On commence en général par ça. Ensuite, on peut passer à des expériences plus importantes, comme du yoga, de la méditation. Ça, c'est une façon de se connecter de façon très, très importante. Et tout le travail que l'on fait sur soi est un travail d'approche et de connexion qui peut être fait avec cette âme. Alors, dans mes expériences, j'ai eu à faire des choses assez curieuses, notamment avec un prêtre à qui j'ai donné, enfin c'est pas moi, parce que moi je suis qu'un instrument, mais il a, dans ce destin d'homme qui était donc un prêtre, il a reçu l'écriture automatique, ce qui l'embêtait beaucoup, parce que c'est pas trop recommandé quand on est prêtre. Et donc il a eu beaucoup de mal à accepter, il a eu plusieurs années difficiles avec ça, des bourdonnements d'oreilles, des choses compliquées, jusqu'au jour où il a accepté cette mission qui lui était confiée. Il a accepté, très peu de temps après, ses supérieurs lui ont demandé de prendre le relais d'un exorciste prêtre. Vous savez que dans chaque diocèse, il y a un exorciste. Et il a accepté, et nous avons vécu quelque chose d'assez extraordinaire, puisque, en fait, ça s'est passé donc, chez moi, avec un ami à lui, et on a fait des prières avec tout ce qui est nécessaire dans cette nouvelle mission, c'est-à-dire il y avait un missel spécial, une croix spéciale, il y avait tout un tas d'accessoires qui lui permettaient de faire ce passage, si on peut dire. Et il s'est mis à discuter à haute voix avec des âmes. Ça a été ma première expérience d'âme perdue. Et j'avoue que j'en ai été très choquée, parce que j'ai trouvé très injuste que dans un univers si bien fait, il n'y ait pas de place pour des gens qui disparaissent de manière rapide, qui semblent être dans un univers noir, glauque. Et avec les expériences au fur et à mesure du temps, je suis devenue une passeuse d'âme, parce que j'ai trouvé ça tellement injuste qu'on ne puisse rien faire pour ces gens-là, que je suis allée à la rencontre de ces personnes. Alors on est nombreux ici sur Terre à passer les âmes, heureusement, car en fait il n'y a pas de pont entre les gens qui sont morts de façon brutale et ce qu'on peut appeler l'au-delà. Il semblerait que ce sont les humains qui fassent le travail de passage. Alors ce sont des expériences très fortes, parce que c'est le cœur qui dirige. Le cœur, c'est-à-dire l'envie irrépressible de vouloir être utile et de faire quelque chose. Et dans toutes nos choses liées avec la spiritualité, c'est souvent le cœur. On dit d'ailleurs, quand j'ai eu à former des personnes en écriture automatique, à un moment donné, il y a le cœur qui s'ouvre. C'est assez physique. C'est quelque chose qui se passe, et comme si c'était un voile qui s'enlevait. Donc ce sont des sensations assez subtiles qui sont dans cet ordre-là d'âme. Mais en tout cas, l'âme, elle ne veut que du bien. Elle n'a qu'une envie en tête, si on peut dire, si elle en a une, c'est
de nous révéler ce que nous sommes vraiment. Et en sachant qu'on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. On nous a éduqués avec une sensation d'être des gens très limités dans notre corps, dans notre esprit. Et en fait, c'est un mauvais enseignement. Les limitations nous entravent, et notre âme est là pour nous faire comprendre que c'est pas ça du tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Bon. Moi, oui. L'écriture automatique, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, l'écriture automatique, c'est une écriture qui se fait de manière, je dirais pas inconsciente, mais c'est une communication avec l'au-delà, soit des guides que l'on a, soit les guides ou les défunts, les personnes qui viennent consulter ceux qui font ça. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline personnelle qui permet de faire le vide, d'être, comme l'expliquait Philippe, le canal. Et la main part toute seule. Les gens posent une question, et la main part toute seule et répond à la question. Dessine, trouve des solutions ou disent des choses que moi je ne peux pas savoir. Alors j'ai eu à faire un jour un atelier, puisque j'ai une association sur Arcachon, où on parle beaucoup de ce genre de choses. On fait des conférences toutes les semaines, à peu près, tous les samedis après-midi. Et j'ai eu à faire un atelier avec des graphologues. Alors je me suis dit, c'est une aubaine, je ne vais rien leur dire, et je vais leur donner cette écriture à analyser. Au bout de 3 semaines, n'ayant pas de réponse de leur part, ils avaient l'air très occupés à autre chose, je leur ai demandé si elles avaient eu le temps d'analyser cette écriture. Et elles m'ont dit, écoutez, on est très ennuyés parce qu'il n'y a aucun sentiment humain dans cette écriture. Et là, j'étais très contente. Et elles m'ont dit, mais pourquoi vous sautez au plafond comme ça? J'ai dit, parce que c'est une preuve tangible que quelque chose se passe d'autre que moi, en fait. D'abord, c'est pas mon écriture. Et surtout, ça répond à des questionnements que souvent un humain n'aurait pas évoqués. Ils savent des choses, ils ont envie de nous aider, ils sont désireux de nous aider. Et ils ont, pour moi, avec moi, ils ont trouvé cette solution. Mais chacun, on a des capacités qu'on n'exploite pas, parce que l'éducation, etc., ou le moment n'était pas choisi. Mais on a tous des capacités, quand on a de l'intuition, c'est la même chose. C'est quelque chose qui passe, qui arrive, et qui fait qu'on ne va pas traverser, parce qu'on a une intuition qui fait que voilà, il se passe quelque chose. Et la nature aussi est très aidante dans ce rapport, quand on est un peu sensible à la chose, à la nature, par exemple. C'est souvent une connexion aussi qui se fait quand on va se promener. C'est une sorte de méditation aussi. Quand on se promène, on laisse un peu le cerveau, les problèmes à la maison. Eh bien, la nature en profite pour faire aussi des connexions. Souvent, je dis, quand il y a un travail qui est fait chez quelqu'un, c'est-à-dire une réflexion intense sur, après une méditation par exemple, ou un travail de développement personnel, eh bien l'univers se débrouille pour venir nous donner des preuves. Parce qu'on est assez intéressés par les preuves, nous les humains, on a besoin de temps en temps un peu de choses tangibles pour continuer à évoluer. Eh bien, souvent, la nature nous fait des petits clins d'œil, comme par exemple des plumes. Ça, c'est souvent remarqué, les plumes que l'on trouve sur le passage. Eh bien, ça, c'est un signe. C'est un signe, oui, tu es sur le bon chemin.
Voilà, la nature est fabuleuse, pour ça, elle est dans le tout, nous aussi, mais seulement on a juste un peu oublié la clé pour arriver à comprendre. Voilà. Oui. Pourquoi certaines âmes sont-elles des âmes errantes? Pourquoi n'arrivent-elles pas à passer de l'autre côté? Alors, comme je vous l'ai dit, d'après ce que j'ai compris, les âmes, c'est comme si, par exemple, on va prendre une comparaison. On prend un train qui va d'Arcachon à Bordeaux. Bon, je prends cet exemple parce qu'il me vient à l'idée. Bon, c'est un cheminement normal. À la gare, on prend le train. À Bordeaux, on arrive dans une gare. Admettons que, à mi-chemin, le train déraille. Il s'arrête en pleine campagne. Il n'y a rien. Bon, il y a de l'herbe, etc., mais il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et ben, pour une âme qui est partie d'une façon brutale, il semblerait que ça soit la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu. C'est sur une couche où il n'y a pas de service d'ordre d'accueil. Comment ils font alors pour passer de l'autre côté? Alors il y a des humains qui, quand on prie pour un défunt, c'est une façon de le faire monter, de demander justement à ce qu'il y ait un lien, qu'il y ait ce lien qui se fasse. Alors ça paraît très injuste. Moi je sais que j'ai été, quand j'ai compris ça, j'ai été très secouée, parce que je trouvais ça pas bien, quoi. Tous ces gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de mal. Ils se retrouvent dans un univers où c'est bloqué. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Alors, souvent, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Hein, souvent, hein. Voilà. Alors, et ils partent avec leur histoire et leurs émotions du moment. C'est pour ça que dans la religion catholique, ou même dans les autres, certainement, on travaille sur l'apaisement avant le décès. Parce que la haine, les sentiments mauvais, ça perdure. Et comment on sait qu'une âme est errante? Est-ce que c'est... comment on peut le détecter? Est-ce que c'est la famille qui fait part de certaines choses? Oui, en général, oui. Les gens savent, ils ressentent leur défunt chez eux. Et c'est dérangeant, quoi. Hein. C'est dérangeant, même si on les aime. Hein. Et c'est dérangeant parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Et ces gens s'accrochent, en fait. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts. Et ils s'accrochent et ils perturbent l'ensemble. Et le fait de pleurer un défunt aussi, ça a tendance à l'accrocher. Oui. Il faut essayer. Alors tout ça, c'est des notions qu'on découvre. La religion parle quand même un petit peu de ça, mais c'est moi ce que j'ai vécu, c'est pas marqué dans la Bible ou tout ça. Hein. Et faut vraiment penser à ses proches, même quand ils sont montés, si on peut dire. C'est toujours bénéfique pour eux, compris pour eux. Car il y a des strates. On arrive en fait avec l'état d'esprit dans lequel on est. Alors ça peut être niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et plus on pense à eux, plus ils montent d'un degré. Bon, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Hein. Maintenant, nous verrons ça quand nous passerons de l'autre côté. Oui. Non. Vous les ressentez plutôt? Alors moi je les ressens pas, je les ressens pas, fort heureusement d'ailleurs. Ça me permet d'être neutre, j'imagine. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Quelqu'un me pose une question sur un défunt, par exemple. Moi je fais le vide complet. Cette partie-là, je suis ambidextre. Donc c'est peut-être pas hasard non plus. C'est-à-dire que j'arrive à me vider complètement d'un côté. J'entends rien de ce côté-là, j'écris, et l'autre côté est présent, est ancré. Et selon la main qui écrit, je sais si c'est quelqu'un un homme ou une femme, ou quelqu'un de fort
de faible dans ses énergies. Et l'écriture est souvent liée, sauf quand ils sont un peu... quand ils ont quelque chose émotionnellement à faire passer. Là, ils sont plus directifs, quoi. Mais c'est toujours bienveillant. C'est-à-dire que l'écriture automatique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'amuser à faire, en fait. Parce que vous ouvrez un canal dans lequel peut s'engouffrer des âmes errantes, justement, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui n'ont pas de science, de connaissances, et du coup, vous amènent un peu à n'importe quoi. Donc c'est quelque chose, moi personnellement, ça m'est tombé dessus, hein, je n'ai pas cherché. Et comment ça vous est venu justement? Alors, comme je disais tout à l'heure, dans le programme de l'âme, il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises choses. Et c'est souvent dans les mauvaises choses que les voiles s'enlèvent, que les choses se font. Moi, j'ai eu le malheur en corrélation avec la conférence du mois dernier où on parlait de manipulateurs sévères. J'ai eu le malheur d'avoir un mari ayant énormément de mauvaises, des défauts, hein, notamment pédophile. Donc ça a été vraiment une horreur. Et c'est à un moment donné, j'ai vraiment lâché parce que la justice et puis cet homme-là qui était vraiment mauvais détruisait mon enfant et c'était insupportable, quoi. Donc j'ai fait face parce que je suis quelqu'un qui a du caractère, mais à un moment donné, après plusieurs années de lutte, j'ai vu que je lâchais prise et je demandais de l'aide. Alors, l'aide est arrivée le lendemain. De toute façon, quand je demande, et si vous demandez, c'est pareil, hein, c'est très rapide, hein, ils sont contents de nous rendre service. Le lendemain, j'ai eu une expérience un peu particulière. À l'époque, j'avais un magasin de photographie et j'avais une vingtaine de personnes qui étaient venues se faire photographier en identité. À la fin de la journée, je reviens dans le studio de prise de vue et je vois une photo qui ne m'avait pas semblé avoir été présente jusque-là. C'était une superposition de visages et qui, au final, ressemblait à quelqu'un de ma famille. Alors, j'étais surprise par la ressemblance et j'ai fait le tour des employés en leur demandant « Mais vous avez vu cette personne se faire photographier ?» Non, ça ne me dit rien. Je dis « Bon, alors, il y a un négatif, un positif, on va aller chercher le négatif dans les poubelles. » Il n'y avait pas de négatif. C'était une photo qui était sortie de nulle part. Comme j'avais demandé de l'aide, j'étais quand même un peu surprise parce que quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et en général, là où ils se débrouillent pour enfoncer le clou, si on ne comprend pas tout à fait, ma mère qui passe par là, qui est super cartésienne, elle dit « Oh, mais ça c'est un signe de ton arrière-grand-mère », parce qu'elle ressemblait à mon arrière-grand-mère. Comme c'est quelqu'un que je perçois depuis que je suis enfant à mes côtés, et que dans quelques années avant, il y avait eu des expériences et des tentatives de dialogue de sa part, bah, je me suis dit, voilà, c'est ma réponse. Et le soir, quand je suis rentrée, j'ai eu envie d'écrire. Alors j'ai pris un stylo, mais je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je ne savais pas ce que c'était l'écriture automatique, hein, je n'avais jamais entendu parler. Hein. Et j'ai commencé à écrire. Mais alors j'avais une peur bleue, c'était terrible, quoi. Donc j'ai commencé à écrire, c'était gribouillé, puis j'ai insisté le lendemain, puis le surlendemain, et puis c'est devenu très lisible, quoi. Et pendant 15 ans, je n'ai fait que tester. Parce que je suis un peu dure de... voilà, faut en faire, quoi. Et au bout de 15 ans de tests réussis, j'ai dit ça marche. Donc je ne vais pas garder ça pour moi, hein, si je peux aider des gens. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Voilà, l'expérience
comme quoi les valeurs ne sont pas toujours la lecture de ce que l'on peut en faire sur le moment. Vous vouliez poser une question, madame? Non, je voulais juste, ça me faisait penser, j'avais lu, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans la culture indienne, le fait quand quelqu'un meurt de mettre face contre terre empêche son âme de monter. Enfin, oui. Et en fait, les gens, quand c'est une histoire, quand ils voulaient se venger, ils mettaient la terre face par terre, et son âme reste coincée dans son corps. En France, chez les catholiques, on coupait la tête, notamment aux suicidés, justement pour qu'ils ne s'élèvent pas. Donc, c'est... Alors, les expériences aussi de passeuses d'âme, c'est aussi important. C'est des expériences... c'est pas toujours très agréable. Mais bon, ça permet de libérer des gens, et ça, c'est bien. Mais c'est une épreuve, hein. C'est pas si on revient, en fait. On part avec son cœur, délivrer quelqu'un on se sent utile à le faire, mais on ne sait pas si on va revenir. Donc, il vaut mieux prévenir quelqu'un qu'on part faire quelque chose. Il y a aussi des gens qui ont... Qu'est-ce que vous entendez par ne pas revenir? C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus là, quoi. On part vraiment avec le cerveau, quoi. On part. On ne sait pas si on va revenir. Une des expériences que j'ai eu à faire aussi, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, c'était un monsieur qui ne réussissait pas dans sa vie. Il était psychiatre, il avait tout pour réussir, il était jeune, il était beau, il était intelligent, il sentait le sable chaud, etc. C'était super. Et il ne réussissait pas, et puis donc il est venu de Paris pour me consulter, et puis ça sort immédiatement. Il avait une jumelle qui était décédée dans le ventre de leur mère. Et donc, ça répond ça. Alors, je ne fais que lire, hein, en fait. Alors, bon, il encaisse le coup, il dit bon, d'accord, ça c'est possible, effectivement. Et bon, il s'est renseigné, effectivement, il y avait eu un problème, donc ça s'était vérifié. Et il avait l'intuition que cette sœur, que c'était une petite fille, effectivement, voulait qu'il fasse quelque chose. Alors, il ne comprenait pas quoi, hein, en tant qu'humain, c'est pas simple. Et donc, en écriture, ils ont expliqué qu'il fallait aller à sa rencontre de cette petite sœur. Alors, je lui ai dit, ben, on va y aller. Donc, ils ont demandé que ce soit le jour de pleine lune à 3h du matin. Paraît-il que c'est la meilleure heure. Bon, pourquoi pas. Donc, la lune suivante, eh bien, j'étais en Espagne avec mes parents en vacances. Et lui était à Paris. Donc, ma fenêtre donnait sur une superbe lune, donc c'était très facile. Sauf qu'à 3h du matin, c'était pas évident d'avoir quelqu'un qui sache que je faisais quelque chose. Enfin, j'avais des bonnes copines, et dont une qui était en texto avec moi et qui était là au cas où. Et donc on est parti à la rencontre de cette sœur. Donc c'est pareil, c'est le cœur, hein, c'est-à-dire hop, ça se passe. Ferme les yeux, hop, on y est. Et là, on est arrivé, on a vu la même chose, hein. Donc c'était assez étonnant. On est arrivé dans une sorte de patio, avec des carreaux jaunes et oranges, avec des colonnes. Et là, c'était une belle femme, quoi. Et je les ai vus, ils ne parlaient pas, mais on voyait qu'il y avait un échange, quoi. Voilà, ils se parlaient sans parole. Et on est revenu. Donc on est revenu, mais difficilement quand même. On a eu du mal à pouvoir revenir. Et ensuite on s'est appelé, quoi. J'ai rassuré ma copine, elle m'a dit je suis revenue. Et on a échangé, donc et je lui ai dit qu'est-ce qu'elle t'a dit?
qu'elle était là pour le protéger et qu'elle avait fait des embûches dans sa vie, comme moi avec mes problèmes d'enfant, pour justement lever le voile, quoi. Qu'il soit protégé, soit sûr d'être aimé, etc. Et donc ça a été pour lui quelque chose de libérateur, vraiment libérateur. Et on a continué un travail par la suite, car il y avait encore des choses à délivrer. Mais ce sont des expériences hors du temps. Alors j'en parle ici, mais c'est le genre de choses que je ne dis pas tous les jours à ma marchande de pain, parce que sinon on va me faire enfermer immédiatement. Voilà, donc ce sont des expériences très particulières, mais ça reste dans la mémoire très présent. Voilà, sachez qu'il y a quand même tout un monde autour de nous, bienveillant, et surtout ce que je voudrais vous dire, c'est que l'univers vous aime et il faut lui faire confiance. La confiance, c'est vraiment le mot dans lequel on est le plus confortable. Dans nos sociétés, on est inconfortable, tout le temps. Et la confiance en des choses supérieures, ça donne vraiment une envie, une stabilité, une envie de vivre particulière. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Oui? Qu'est-ce que vous pensez quand on rêve des personnes défuntes et qui viennent vous voir, qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas? Parce que on sent la bienveillance, on sent l'amour, on sent qu'ils sont prêts comme si d'aller dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais il n'y a pas de parole. Est-ce que vous pensez que c'est qu'ils viennent vraiment nous voir ou c'est juste notre activité cérébrale Alors, madame pose la question quand on rêve de défunts qui viennent nous voir et qui on pense qu'ils ont une présence bienveillante. Alors, les rêves, dès qu'on dort, on s'échappe, on ne reste pas. Donc, ce qui se passe dans les rêves, il faut en faire un peu l'analyse le matin. C'est fait pour nous aiguiller. Et quand on a quelqu'un qui vient nous voir, c'est vraiment un témoignage affectif. Et souvent, c'est un message fort, c'est-à-dire tu vas peut-être traverser une épreuve, mais je suis là. Ou tu t'inquiètes de ce que je suis devenue, mais tu vois, je vais bien. Voilà, c'est toujours bienveillant. Enfin, tout au moins dans les rapports que j'ai avec l'au-delà. Il y a des gens qui sont branchés, par exemple, sur des gens, des entités, par exemple, négatives. Bon, moi, je n'ai pas eu ce genre d'expérience. Je souhaite d'ailleurs pas en avoir, je le dis tout de suite. Ça ne m'intéresse pas, merci. Mais j'ai eu... Oui, c'est ça. Si on est bienveillant, on attire c'est ça. Je parlais tout à l'heure de cet homme horrible que j'ai épousé. Ce n'est pas un hasard, hein. C'est un combat. Hein. C'est un combat, le bien et le mal. Hein. Et pour moi, à un moment donné, c'était tellement délirant comme situation que je n'avais qu'une seule image en tête, c'était une sorte de Jeanne d'Arc avec un truc, le bien, vaincra toujours. C'était, bon, je suis arrivée, mais c'est une vraie épreuve, quoi. Mais on a tous des ennuis, et il faut se poser la question pourquoi et qu'est-ce que je peux réfléchir par rapport à ça. C'est un moment aussi donné, comme la maladie, c'est donné pour réfléchir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que mon âme est venue faire et qu'est-ce qu'elle veut me révéler. C'est le moment pour ça. Et c'est notre âme qui choisit en plus les situations. Donc il faut les mettre à profit.
avec la conscience adéquate. Donc pour vous, toute âme incarnée dans une personne est là pour une mission bien particulière? Oui, c'est ça. Elle a choisi de vivre dans le concret quelque chose. Et elle ne nous dit pas quoi. C'est à nous, grâce aux épreuves, grâce au travail qu'on va faire sur soi, les passions que l'on a, les émotions que l'on a, qui sont incontrôlables. Hein. On voit quelqu'un, puis on voit une autre personne et quelque chose dans notre corps fait... on se sent bien. Quand je vois Évrard, par exemple, je me sens toujours très bien. On a des familles d'âmes aussi dans l'univers, hein, donc il y a des rencontres qui ne sont pas des hasards. Et elle a une mission, et c'est à nous de découvrir ce qu'elle a à faire. Alors je vous disais, le choix des parents, les qualités que l'on a, nos faiblesses, sont vraiment des indicateurs. Car c'est pour ça, pour toutes ces qualités, toutes ces faiblesses, qu'on a été choisi. Et après, l'idée, c'est de fusionner avec elle, hein. C'est-à-dire que c'est pas une étrangère, hein. C'est quand même une partie de nous, puisque on est tous une partie du divin. Et que dites-vous des âmes qui meurent sans accomplir une mission? Il faut qu'ils recommencent. Voilà, donc c'est la réincarnation, c'est là où on a... Ah, de toute façon, l'âme, elle vient de quelque chose, elle s'incarne et elle se libère, elle est ravie de s'en aller quand elle décide de partir, elle s'en va avec joie. Elle retourne dans le tout et quand elle a envie de refaire une expérience, c'est pareil. Elle choisit, alors qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Et je choisis entre une dizaine de parents. Alors, oui, celui-là, c'est bien. Oui, le père, il est comme ça. Ouais, ça, c'est bien. Alors là, il est affreux. Génial. Et alors, il est né en France. Bon, c'est bien. Dans un milieu de musiciens. Très bien. Donc, voilà, il va être tellement malheureux dans sa jeunesse que ça va lui donner une super envie de vivre ou de dépasser ça. Et les épreuves sont vraiment des moyens de se connecter. Alors c'est malheureux, hein, parce qu'on pourrait faire ça dans le bonheur, mais non, malheureusement c'est comme ça. C'est ça, c'est pour nous faire grandir. Voilà, évoluer ou grandir. Alors l'inconvénient c'est que on n'a pas le mode d'emploi, il faut le découvrir. Mais c'est un beau chemin. Quand vous parlez de demande, en prière, c'est... Avec votre cœur, c'est-à-dire avec les mots que vous avez. C'est-à-dire que moi, quand j'ai demandé, par exemple, j'ai dit la vérité. C'est-à-dire, voilà, j'ai une situation qui est intenable, je perds pied. Ce que je veux, c'est sauver mon enfant, que la justice et la vérité soient dites. J'en peux plus, aidez-moi. Voilà, et faites-moi un signe. Paf. Et le lendemain, voilà, vous avez la réponse. Quand on n'a pas la réponse de suite, alors ça vient quoi? Alors peut-être qu'on a mal regardé, aussi. Mal expliqué. Ou mal expliqué. Oui, c'est possible. Donc on recommence. Mais je crois qu'il y a une notion vraiment de lâcher prise. Ça s'est Oui. passé quand vous avez lâché prise. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'on a déconnecté la partie du cerveau qui réfléchit, qui se prend la tête. Et là, on est connecté à cette chose. Oui, c'est pas le bon moment où... En fait, oui, ce que vous dites est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à une souffrance telle, on est obligé de lâcher quelque chose. Voilà, c'est le lâcher prise. Et du coup, des trucs s'ouvrent. On voit des choses qu'on ne voit pas avant. Je vous dis, les plumes, c'est flagrant. C'est les gens, par exemple, on passe dans une rue, il y a une conversation, paf, on ne l'aurait pas entendu 8 jours avant, cet amour, il était pour nous, ce mot-là.
À la télé, on ouvre la télé, c'est les synchronicités, hein, c'est bien connu. Donc on ouvre parce qu'effectivement on a lâché quelque chose du mental, quoi. Il a parlé de pub, mais il y a-t-il d'autres signes? Alors il y a par exemple l'autre jour j'ai demandé, voilà, je vais faire. L'autre jour j'ai demandé, écoutez, je ne sais plus ce que j'avais demandé, enfin j'avais demandé un signe. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que bon, tous les matins je me réveille en disant est-ce que je suis sur le bon chemin ou est-ce que je déraille? Et je dis, et alors je regarde, c'est-à-dire que quand je demande un signe, je regarde tout. Et là c'était dans un nuage, il y avait un joli dieu, bien enrobé, style Monsieur Michelin, avec une auréole, etc. Et c'était, bon, ça n'a duré que 1 ou 2 minutes quand même, c'était long. Mais bon, c'était mon signe à moi, quoi. Là, c'est des choses comme ça, c'est un peu subtil, hein, c'est sûr, mais... ou alors vous avez... quand vous demandez de l'aide, le lendemain, il y a des oiseaux qui vous passent à côté. C'est pas un chemin habituel, quoi. Ils passent autour, ils viennent autour de vous à 3 cm, où ils vous visent. Et voilà, c'est pas normal ça. J'ai une amie qui me parle de papillons blancs. Ah oui, les papillons. Oui, oui, blanc, tout à fait. Oui, blanc, oui. Oui, oui, tout à fait. Et vous ne pensez pas qu'un événement heureux peut également quand même vous connecter et vous ramener à vous-même? Oui, bien sûr, mais sincèrement, ça va peut-être vous choquer. Je pense que dans le bonheur, on est dans une autre énergie, ou je ne sais pas comment le dire. On n'est pas connecté franchement à soi. Dans la difficulté, on est vraiment au creux, quoi. C'est... Ah ouais, on va chercher au fond. Oui, que dans le bonheur, c'est super. Hein. Il y a une certaine sérénité qui fait qu'on se connecte à soi aussi. On ne va pas chercher quelque chose. On le vit intensément, mais quand on souffre, malheureusement, c'est vraiment très très connecté avec je dirais quelque chose qui fait mal dans le creux du ventre, quoi, qui va chercher. Mais bon, c'est mon expérience. Peut-être quelqu'un d'autre. Vous savez, aussi, ils m'ont expliqué que il fallait un équilibre. Alors, ils m'ont expliqué ça comme un enfant de 2 ans. C'est très bien, je dis merci. Donc ils m'ont dit, voilà, quand vous avez une pensée positive, ça fait comme un petit nuage blanc. Pof, qui sort. Et qui va rejoindre toutes les pensées positives qui sont dans plein de petits nuages blancs, qui font un gros nuage blanc. Et quand vous avez une pensée négative, paf, vous faites un petit nuage noir qui va rejoindre le gros nuage noir, et il faut qu'il y ait un équilibre. Et ils m'ont expliqué que c'est pour ça qu'il y avait des gens qui étaient foudroyés par la foi. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prient pour maintenir l'équilibre. Il y a des gens, ils rentrent dans une église, ils ressortent, ils ne sont plus les mêmes. Ils vont direct au couvent. Ça arrive, ça. Ça arrive, mais bien sûr. Quand je disais qu'ils sont frappés, c'est ça, quoi. Donc ceux-là, en fait, paf, ils n'ont pas le choix. Tac, direct couvent. Et donc ça maintient l'équilibre qui est nécessaire. Vous savez, dans toutes les traditions, on dit bien l'équilibre, le chaos, etc. Bon, voilà ce qu'ils m'ont expliqué après. C'est leur parole, hein. Pas la mienne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Concrètement, l'âme, elle cherche à être incarnée dans le corps en fil du temps, pour être confrontée à des expériences de vie. Et après, concrètement, elle cherche à avoir une forme d'évolution. Est-ce qu'à un moment donné, cette évolution a atteint son sommet et il y a plus d'incarnation?
Alors ça, je ne vous dirai pas, parce que ça, je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. C'est ce qu'on pense, il y a beaucoup de bouddhistes, etc., qui pensent qu'il y a un certain nombre de vies, et puis après, ils ne m'ont pas répondu ça. Donc voilà, je ne vais pas vous dire... il y a certainement un sens, hein. Enfin, l'éternité étant longue, voilà, il n'y a peut-être pas un final au fond. Voilà, alors je vais peut-être laisser la place, j'ai été un peu longue, excusez-moi. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Annabella da Silva Neto, je suis praticienne en hypnose, en PNL et en EMA, qui est l'actualisation par les mouvements oculaires. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. À travers un travail sur moi, j'ai découvert ces trois outils, qui est l'hypnose, la PNL et l'EMA. Et je pense que j'ai fait toc-toc à certaines portes, surtout en hypnose, où j'ai atteint des choses un peu particulières à travers des protocoles, par exemple la régression en âge. Donc j'ai été contactée des choses un peu bizarres. Je dirais que je ne comprenais pas trop à ce moment-là, comme une sensation que je reprenais contact avec des choses mais que je n'arrivais pas à comprendre. Ce protocole, j'ai souvenir où la personne ici présente, est rare, m'avait dit, nous avait dit au groupe, c'est de vous souvenir du lieu. On peut aller loin en fait, on peut aller ou descendre plutôt très loin, souvenir de ce qu'on pouvait porter à nos pieds. Et moi j'ai un souvenir très étrange que j'ai ramené d'ailleurs, c'est que on n'avait pas de pieds, on était comme des arbres. C'était un peu particulier. J'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, mais c'était quoi? On était quoi? J'ai contacté, je dirais, c'était comme des arbres, c'était comme des voix, c'était comme plein de choses qu'on touchait et à la fois qu'on n'arrivait pas à expliquer. Où j'ai été, j'en sais rien. En tout cas, j'ai eu l'impression que je connaissais cet endroit. J'ai reconnu essentiellement la voix d'une personne que je connais ici, dans cette vie-ci en fait. Et c'est marrant, je vous dis dans cette vie-ci, parce que j'ai vraiment l'impression que j'étais contactée quelque chose que, quoi exactement, je ne sais pas, mais je l'ai connu. Et j'ai connu ça apparemment avec cette personne-là que je connais ici, qui chante. Et c'est sa voix que j'ai entendue, donc ça m'a fait un peu drôle. Donc, ce que j'en garde, c'est à la fois une connexion avec quelque chose de subtil que je n'arrivais pas à expliquer, et qui avait un lien avec quelqu'un d'ici. Sa voix, en fait. Et de là, j'ai aussi compris que j'avais... alors je demandais à l'intérieur de moi plein de preuves. J'ai besoin de preuves parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi-même. Donc j'ai l'impression que je comprenais des choses sans vraiment avoir l'explication. Et donc j'ai dit ok, je veux des preuves. Alors ce qui me venait à moi, c'était... un peu un lien entre les âmes qui sont passées de l'autre côté, qui sont mortes, et nous, les âmes ici. Et donc j'ai demandé des preuves. Donc j'ai commencé à avoir des preuves sur les photos. On m'a assez rare d'ailleurs, de nouveau, qui m'a dit que j'avais plein d'orbes sur mes photos. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai commencé à chercher ce que c'était les orbes. C'est des espèces de petits ronds, des petites formes de ronds, et puis dedans, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai commencé, alors je suis attirée par la photo, par le côté image, donc qui me permettait d'avoir une preuve, puisque j'ai le côté où on voit, alors j'allais dire avec nos yeux actuels, parce que je vois aussi, je ne sais pas trop comment l'exprimer, quand je regarde mes photos, j'ai l'impression que mon regard change, que je perçois des espèces de formes. Donc, des preuves, j'en avais sur mes photos. Ça commençait comme ça. Donc, j'ai continué à demander, parce que j'avais encore besoin de preuves. Et j'ai rencontré, ça fait bientôt 2 ans, ouais, ça fait bientôt 2 ans, une jeune femme qui intervient ici, qui s'appelle Nathalie. Je ne la connaissais pas. Je la rencontre dans un groupe de formation. Et je vais pour lui dire bonjour, je m'approche d'elle. Et elle se met à hurler que je suis passeur d'âme.
Donc c'était un peu bizarre. Je la connaissais pas, je me suis dit tiens, pourquoi elle hurle ça? Et puis en fait, tant que je lui ai pas dit ok, j'ai entendu, elle s'est pas arrêtée en fait. Et elle m'a répondu, tu as fait des demandes, donc voilà, il faut que tu l'entendes. Donc ça m'a fait drôle, je l'ai pas compris de suite parce que je la connaissais pas, ici en fait. Et je l'ai questionnée évidemment parce que je me suis dit qu'est-ce qui fait que tu me passes ce message. Donc elle aussi elle contacte des petites choses comme ça très subtiles et elle ne savait pas comment l'expliquer, mais ça a été ma présence en fait dans cette pièce qui est la cuisine, une simple cuisine là où on fait des formations, ma vibration, voilà, il y a eu ça, elle a eu ce message là très fort et alors avant qu'elle le dise, dans ses oreilles à elle disait il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises, elle n'est pas sorte. Voilà, donc quand elle me l'a transmis, ça m'a fait, j'allais vous dire, c'est comme si que dans mon âme, alors moi je l'exprime comme une conscience, comme une vibration qui est en moi, j'ai eu l'impression d'être alignée en fait. J'ai eu une espèce de truc bizarre qui se passait entre là-haut, je dirais, ici. Et de là, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de mes jambes, quelque chose que j'avais besoin de travailler, l'ancrage. Voilà, parce que je pense que je sortais facilement de mon corps. Et du coup, il y a eu quelque chose de physique que j'ai ressenti très fort. Donc, j'ai encore demandé des preuves, malgré ça. Je voulais ressentir, je voulais sentir. Je savais en fait qu'il y a des choses qui se passent autour de nous que je ne vois pas. Je ne vois pas encore, j'ai dit encore parce que j'en fais la demande, bien sûr, je fais encore les demandes. J'aimerais les voir en fait. Je sens plein de choses. Alors je vais sentir du froid par moment. Je vais sentir, alors au niveau des reins, ça se situe beaucoup ici. Des fois j'ai l'impression que quelqu'un s'accroche à moi. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je ne sais pas. Je dirais que j'ai des énergies comme ça qui parfois me pompent énormément au niveau physique. Je me sens fatiguée, je me sens parfois décentrée. Donc, ça me perturbait dans mon quotidien. Donc, j'ai été vers un énergéticien, un passeur d'âme, qui s'appelle Emmanuel Ferrand. Et j'ai travaillé en fait avec lui la constellation familiale et apprendre à qu'est-ce qu'un passeur d'âme. Donc j'ai compris, j'étais très dans l'essence, dans le ressenti. Ce que je travaille encore parce que c'est pas évident, j'autorise encore mon corps en fait pour un passage à cette âme-là. C'est-à-dire que faudrait que j'arrive à me dissocier vraiment, alors à faire ce passage sans qu'elles utilisent mon énergie corporelle en fait. Parce que moi ça m'épuise beaucoup. Donc, je demande encore des preuves. Et dans le ressenti, la preuve que j'ai eue qui a été très forte, qui m'a un peu fait peur, j'avoue. Donc, du contact, je voulais voir et sentir vraiment. Donc, un jour, j'étais au téléphone avec une amie. Et justement, je parlais un petit peu de tout ce qui se passait en moi. Et je lui ai dit, j'arrête pas de demander de sentir. Donc, je sens des petites choses, mais bon, c'est pas très fort. Et alors là, ça m'a fait drôle et à la fois peur parce que je l'ai senti, mais je l'ai senti trop fort. C'est-à-dire que j'ai eu comme une force derrière mon dos. Mais alors, tellement fort que je me suis accroupie en fait. J'arrivais pas à me relever. Et puis je vous avoue que j'ai eu peur. Là, j'ai dit oui, je sens, c'est bon, je sens. Et d'ailleurs, il a fallu que j'exprime très fort, ok, j'ai senti. Et c'est vraiment bizarre hein, parce que sans que je le voie avec mes yeux là, vraiment une sensation que quelqu'un enlevait comme des mains en fait sur mon dos. Donc là j'ai dit ok, ça je ne demande plus, mais c'est encore venu dans la voiture où je conduisais et là pareil, j'ai compris qu'en fait chez moi quelque part c'était porte ouverte à n'importe quel moment. Et donc c'était plus possible. Et donc dans la rencontre avec Emmanuel Ferrand, j'ai appris à donner des autorisations, c'est-à-dire des moments, des jours, un lieu, afin que je ne sois pas trop envahie dans mon quotidien, parce qu'il faut apprendre à le gérer en fait dans ce qu'on vit ici, et effectivement dans ce qui se passe, de tout ce qui est subtil en fait.
Donc c'est quelque chose qui, je pense que ça fait partie de moi depuis enfant. Et je pense que j'avais plein de petits signes. Et le tout premier, je dirais que c'est à travers la communication. J'étais un enfant qui ne parlait pas, qui a parlé très très tard. Et je pense que j'ai communiqué avec tous mes autres sens, même les subtils en fait. J'ai découvert après, des années après, auprès de l'accompagnement des personnes handicapées. Parce qu'ils ont cette forme de communication. Pas trop verbale, mais très subtile. Et justement, ils sont très ouverts à tout ce que nous, on ne perçoit plus, ou qu'on a du mal à reprendre contact. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'impression que ça m'anime, ça fait vraiment partie de moi. J'ai l'impression que mon âme est connectée à plein d'âmes et qu'on est tous reliés à quelque chose qui est plus grand, plus vaste que nous en fait. J'ai entendu parler des familles d'âmes tout à l'heure. Oui, je ressens ça, j'ai l'impression que je vais faire des rencontres et sans avoir connu cette personne ici, j'ai une attirance. Alors c'est pas physique, c'est au-delà, des fois il n'y a pas besoin de justement cette communication verbale, on ressent quelque chose, on a l'impression qu'on connaît cette personne, qu'on a déjà vécu quelque chose avec cette personne. Et donc il n'y a pas de hasard. Je pense que quand on va rencontrer ces gens-là, c'est pas forcément lié à des gens qu'on va rencontrer ici avec nos familles, notre famille, je dirais, terrestre, entre guillemets, mais vont nous apprendre quelque chose qu'on a à faire le lien avec ce que je dirais notre famille d'âme, de l'autre côté. Je dirais que, un peu comme qu'est-ce que le passeur d'âme, je dirais qu'on est un pont en fait, entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas en fait. Je travaille toujours là-dessus parce que c'est pas simple. Il faut effectivement un certain lâcher prise. Et je dirais que je ne le commande pas vraiment en fait. Les choses se positionnent et après c'est on y va ou on n'y va pas. Donc moi j'ai décidé d'y aller. C'est la première fois ce soir que je vais en parler comme ça en public. Je commence un petit peu à en parler parce qu'effectivement c'est pas évident. On nous prend soit pour les illuminés, soit pour des fous. Je dirais que j'ai appris encore plus à prendre contact avec mon âme en acceptant en fait tout ce qui se passe pour moi. Et je dirais que depuis que je suis enfant, maintenant, et c'est pas fini, je suis effectivement en train de découvrir ma mission d'âme à travers toutes ces expériences. Et effectivement, je pense qu'on a tous des choses à transmettre, alors différemment. Certains, ça va être par une forme de canal un peu de médiumnité, d'autres, ça va être par écriture automatique, que j'ai fait l'expérience aussi une fois. Sont demandés par contre, effectivement, comme vous. C'est venu tout seul. Il y a un lien avec l'hypnose. Quand je l'ai connue, cette expérience, parce qu'en hypnose, on a un petit exercice où on peut détacher un peu un membre, un peu pour faire comme un pansement. Et en fait, d'avoir eu la chance de connaître l'hypnose, et ensuite cette expérience d'écriture automatique, j'ai fait un lien. J'ai l'impression qu'ici, à ce niveau-là, j'avais mon membre en fait, de l'épaule qui se détachait de mon être humain quelque part. Et à l'intérieur, alors à l'intérieur du corps, ça faisait comme quand on se cogne en fait, vous savez, le coude, ça fait comme de l'électricité, ça faisait ça en fait dedans. Et alors c'est un peu bizarre, j'avoue, j'ai eu peur. Il y a l'émotion qui est venue, et ça j'ai remarqué aussi que quand l'émotion vous envahit, ça coupe tout. Il n'y a plus rien. Donc je l'ai géré parce que je me suis dit, là je contacte quelque chose de bizarre, et je suis quelqu'un de curieuse et qui a besoin d'expérimenter. Donc j'ai appris à gérer un peu mon émotion et c'est revenu. Et effectivement, on ne peut pas trop le gérer en fait. C'est comme si on donne à disposition notre membre en fait. Et ça y va. Voilà, c'est écrit. Ce message, c'était effectivement aussi, comme on le dit souvent, une personne
de mon entourage décédé il y a quelques années, qui je pense effectivement aujourd'hui est mon guide. Le message était bouleversant parce que je ne connaissais pas le sens. J'expliquais un peu son départ, c'est un suicide, qui date d'il y a plus de 20 ans, donc ça m'a surprise aussi. D'où ça m'a fait un lien avec tout ce côté espace-temps qui pour moi n'existe pas de la même manière dans ce qu'on vit ici, nous, comment on le projette et ce qui se passe de l'autre côté en fait. Donc j'ai eu cette expérience qui est surprenante, qui fait un peu peur et qui à la fois me donne encore plus de curiosité à me dire mais on a plein de trucs en nous qu'on ne connaît pas en fait. Donc je laisse venir à moi tout ce qui vient parce que je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore comprises ou même expérimentées. Par contre je cloisonne de plus en plus. Là par exemple avant de démarrer, avant même que vous arriviez tous, je me suis mis un bouclier. Parce que vous n'êtes pas venus tout seul. Et qu'à chaque fois que je rencontre plein de gens comme ça, j'ai plein de choses qui passent à travers moi sans le comprendre. Il peut m'arriver d'avoir des messages à transmettre ou pas aux personnes que je peux rencontrer. Alors ce que je trouve formidable, c'est que ce qui m'a ouvert à tout ça, c'est les 3 outils quand même que j'ai expérimentés pour moi. Et je suis d'accord sur il faut aller profondément en soi en fait. Parce que je pense que c'est ces outils-là qui m'ont permis de lâcher plein de choses que j'avais besoin, des blessures, à dépasser certaines choses. Et lorsque j'étais prête, ouais, les portes se sont ouvertes en fait. Voilà. Mon expérience un petit peu à travers le côté âme de ce que j'avais envie de vous partager. Quelle histoire. Ah, Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos 3 invités, en particulier ou en général? Ils savent tout, déjà, c'est ça. Alors maintenant, je vous invite à prendre une feuille, et puis on va faire une interrogation avec vous. Bien. Je tiens tout particulièrement à remercier nos 3 invités, parce que c'était la première qu'on faisait sur cette thématique-là. C'était vraiment bien. Ça a été avec beaucoup de vérité, beaucoup d'émotion, beaucoup de présence. Je vais vous faire un petit peu de publicité. Alors ça, vous le trouverez à l'entrée, hein. C'est le flyer de Passerelle Chanel. C'est une radio web dans laquelle presque toutes, on va dire, les conférences sont enregistrées et mises en disposition. Donc la conférence de ce soir, vous pouvez la retrouver dessus. Voilà, cette radio web est grand quand on aurait des personnes dedans. Voilà. Et puis j'ai aussi une autre information à vous donner. Je vous donne rendez-vous pour notre avant-dernière conférence de la saison, qui s'intitule « Devenez ce que vous pensez ». Pensez avec... Conscient. Voilà, pensez là, et puis pensez aussi le corps, des fois. Voilà. Ça sera le 9 mai, et nous aurons la clôture le 20 juin, qui sera une clôture, donc comment jouez-vous avec vos objectifs. Donc ça c'est intéressant également. Et soirée de clôture avec, donc un moment de partage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Que l'âme pèse 21 grammes. Que là, voilà, exactement, hein, 21 grammes. Et puis peut-être aussi, oui, j'ai envie de rajouter une petite chose aussi. Vous pouvez aussi, moi je ne connais pas grand-chose, hein, vous pouvez aussi mettre autre chose que des boucliers, vous pouvez aussi être simplement la lumière, puis ça marche bien aussi. Voilà. Merci à vous, bonne soirée.